Maintenant que j'ai votre attention après cette intro dramatique, voyons comment on en est arrivé là. Et surtout, quelle solution s'offre à la Suisse. Bonne vidéo! Suite à l'échec de l'accord cadre avec l'Union européenne, la Suisse risque de connaître des pénuries d'électricité à partir de l'hiver 2025. Mais comment est-ce possible ? Déjà, il faut savoir que plus de 55% de l'électricité suisse est produite à partir de barrages hydroélectriques. Cependant, en hiver, les précipitations ont lieu sous forme de neige et s'accumulent en montagne, contrairement aux pluies qui s'écoulent jusqu'aux barrages et les remplissent, assurant ainsi l'approvisionnement électrique. En hiver, les barrages ont un niveau d'eau plus faible et leur production d'électricité est limitée. En plus de cela, la demande d'énergie, et donc d'électricité, est à son maximum en hiver, étant donné que les journées sont plus courtes et les températures plus basses. En bref, en hiver, la Suisse consomme plus d'électricité qu'elle n'en produit. Jusqu'à maintenant, cette différence était comblée par les importations d'électricité venant des pays voisins. Cependant, en raison du rejet de la Suisse de l'accord cadre avec l'Union européenne, son accès au marché électrique européen est maintenant compromis, et son approvisionnement électrique limité. Sans accord sur l'électricité européenne, les coûts d'importation de l'électricité risquent d'exploser et la sécurité de l'approvisionnement ne sera plus garantie. Cependant, l'échec des accords cadres est loin d'être la seule cause de ce problème de pénurie d'électricité. Déjà, les besoins électriques de la Suisse sont en perpétuelle augmentation, et ce malgré les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique. Un objectif phare est l'électrification des transports, en particulier avec le remplacement des voitures thermiques par des voitures électriques. Cette mesure concerne également le logement, avec en partie l'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments, mais surtout le remplacement des chaudières par des pompes à chaleur. Mais attention, je ne dis pas que ces mesures sont inefficaces, bien au contraire. Des voitures électriques et des pompes à chaleur consomment beaucoup moins d'énergie que les chaudières ainsi que les voitures thermiques. Cependant, bien que la Suisse tente une réduction de sa consommation énergétique totale, la consommation électrique va inévitablement connaître une forte augmentation. Ainsi, même si la consommation énergétique totale du pays venait à être divisée par 2, la consommation électrique serait tout de même augmentée. Maintenant qu'il est clair que réduire notre consommation énergétique ne signifie pas réduire notre consommation électrique, concentrons-nous sur la plus grosse partie du problème. Comme vous l'avez compris, la consommation d'électricité va augmenter. Et pour répondre à cela, on va réduire notre production d'électricité. Et oui, vu que la Suisse compte arrêter ses centrales nucléaires, qui produisent près de 40% de sa production d'électricité. Et parallèlement, le déploiement des énergies renouvelables ne tient pas du tout le rythme prévu initialement. De plus, si on revient à notre problème initial, à savoir les pénuries d'électricité en hiver, l'énergie solaire ne va malheureusement pas être d'une grande aide. Et miser sur le fait que le vent souffle lorsqu'il n'y a pas de soleil n'est évidemment pas une solution suffisante. En bref, la stratégie énergétique 2050 va inévitablement réduire la production d'électricité. J'explique ce problème un peu plus en détail dans ma vidéo sur la stratégie énergétique suisse que je vous recommande pour mieux comprendre le sujet. Alors, que peut faire la Suisse en l'absence d'accord européen ? L'indépendance énergétique serait une solution, mais comment y arrive-t-on ? Une première mesure serait évidemment de déprogrammer la sortie du nucléaire et de recommencer à construire des centrales nucléaires au plus vite. La décision de sortir du nucléaire, prise suite à l'incident de Fukushima, s'appuie plus sur la peur véhiculée par les médias et les détracteurs du nucléaire que sur des éléments scientifiques. La catastrophe ayant eu lieu à Fukushima est avant tout une catastrophe naturelle. Un tsunami a causé des milliers de morts et endommagé la centrale. Cependant, la centrale n'a causé aucun mort, et les répercussions sanitaires sont de faible envergure. Pour ma part, je n'avais pas conscience de tout cela lors des votations pour la sortie du nucléaire. Et je pense que beaucoup étaient dans le même cas que moi. Je pense aussi inutile de préciser que le risque de tsunami venant endommager une centrale en Suisse est anecdotique. Et sur le plan environnemental, ça donne quoi ? Bien sûr, aujourd'hui il n'est plus concevable d'aborder la question de l'énergie sans prendre en compte son impact sur l'environnement. L'énergie nucléaire est une énergie bas carbone. Je n'emploie pas le terme zéro carbone car tout système de production d'énergie engendre des émissions carbone au moment de sa construction. Cependant, si on compare l'énergie nucléaire aux autres sources d'énergie, elle se situe parmi les plus faibles émettrices de CO2, même en considérant les énergies renouvelables. L'énergie nucléaire coûte relativement cher en effet. Cependant, il est important de préciser que son coût vient principalement du coût d'investissement initial de la centrale. De plus, la technique étant compliquée, l'opération et la maintenance de la centrale engendrent également des coûts conséquents. Par contre, l'uranium ne représente qu'une part minime du coût total de l'énergie nucléaire. Donc, même si le coût de l'uranium venait à doubler, son impact sur le coût total de l'énergie nucléaire serait négligeable.
Autre chose importante à noter, il n'est pas nécessaire d'avoir un approvisionnement constant en uranium étant donné sa forte densité énergétique. Cette particularité permet aux centrales nucléaires d'avoir des réserves pour plusieurs années et donc d'être peu dépendantes du cours de l'uranium. Pour conclure sur la question du coût, l'électricité nucléaire reste abordable, considérant qu'il s'agit d'une source propre, dense et surtout disponible toute l'année, et ce indépendamment des conditions météo. Un argument souvent utilisé contre l'énergie nucléaire est le problème des déchets, mais je trouve qu'avancer un tel argument témoigne d'une mauvaise connaissance du sujet dans sa globalité. Étant donné la forte densité énergétique de l'uranium, la quantité de déchets produits est minime comparée à la quantité d'énergie produite. Aujourd'hui, nous avons 40 ans de déchets nucléaires, mais imaginez si cette énergie avait été produite par des panneaux solaires et des éoliennes. Elle serait astronomiquement plus grande. Pourquoi ? Faisons une estimation sur les déchets qu'engendrerait le remplacement de la centrale de Besno par des éoliennes ou des panneaux solaires. Alors voici déjà les caractéristiques de la centrale nucléaire de Besno. Nous avons une puissance de 730 MW et un facteur de charge de 90%. Alors, que signifie le facteur de charge ? Ce nombre représente le rapport entre l'énergie que produit une centrale électrique et l'énergie qu'elle aurait pu produire si elle avait tourné non-stop pendant toute l'année. Le facteur de charge d'une centrale nucléaire est généralement entre 90 et 92%, étant donné qu'elle est arrêtée pendant quelques temps, généralement durant l'été, pour faire des travaux de maintenance. En appliquant ce facteur de charge, on trouve une production d'énergie annuelle de plus de 5700 GWh. Pour produire cette quantité d'énergie, elle a besoin annuellement de 8 tonnes de combustible. La quantité de déchets générés sera à peu de choses près du même ordre de grandeur. Voyons maintenant nos amis solaires et éoliens. Prenons un panneau solaire de 400 watts de puissance et de 19 kg de masse. Déjà, on peut voir un facteur de charge de 25%, soit beaucoup plus faible, étant donné que les panneaux solaires produisent de l'énergie uniquement de jour et par ciel dégagé, ce qui réduit considérablement leur temps de production d'énergie. Pour produire autant d'énergie que Besno, nous aurons besoin de plus de 6 millions de modules de ce type, qu'il faudrait de plus renouveler tous les 25 ans. En moyennant ce nombre en déchets produits par an, cela revient à près de 5000 tonnes. Alors certes, les panneaux solaires sont en très grande partie recyclables, mais même avec un taux de recyclage de 99,5%, cela fait près de 25 tonnes de déchets non recyclés, soit 3 fois plus de déchets que la centrale nucléaire. Faisons le même calcul avec des éoliennes de 3 MW, pesant plus de 1000 tonnes chacune, dont 25 tonnes de pales en produits composites difficilement recyclables. Il nous faut donc 730 éoliennes pour produire autant d'énergie que Besno, qu'il faut renouveler tous les 25 ans également. Cela revient à plus de 33 000 tonnes de déchets recyclables et 730 tonnes de pales, soit presque 100 fois plus de déchets non recyclables que les centrales nucléaires. Ah, et puis on fait quoi la nuit ou quand il n'y a pas de vent ? Il faut qu'on ajoute des batteries à tout ça, encore des déchets difficilement recyclables. Et puis finalement, ce n'est pas parce qu'un déchet est recyclable qu'il sera forcément recyclé, ou encore moins qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement. Bref, si aujourd'hui nous avons plus de déchets nucléaires que de déchets de panneaux solaires et d'éoliennes, c'est uniquement parce que la quantité d'énergie produite par ces derniers est minuscule comparée à l'énergie produite par les centrales nucléaires. Ensuite, bien que l'on ne puisse pas éliminer les déchets nucléaires, il est totalement faux de prétendre que la Suisse ne sait pas quoi faire de ces déchets. Aujourd'hui entreposés de manière sûre dans des dépôts, la Suisse se prépare à les stocker de manière permanente dans des couches géologiques profondes, où ils seront protégés de tout risque, autant les interventions humaines que les risques naturels tels les glaciations ou les mouvements tectoniques. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous renvoie au site de la NAGRA, société chargée de l'entreposage des déchets radioactifs suisses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour informer votre entourage sur ce sujet. Les décisions sur l'énergie que nous prenons aujourd'hui vont impacter le monde pour les années à venir. Il est donc de notre responsabilité de démêler ensemble le vrai du faux dans ce perpétuel débat sur l'énergie. Alors pourrons-nous peut-être enfin avoir une vision cohérente pour la suite et avancer ensemble dans la bonne direction. C'est pourquoi je vais commencer une série de vidéos sur le nucléaire pour clarifier les différents points faisant débat aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo.